Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les titres de l'actualité. Le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour la deuxième séance publique à l'ordre du jour. 4 projets de loi. Également dans l'actualité, le ministre de l'Agriculture a organisé une cérémonie pour la réception technique du barrage de l'amitié de Ouéha. En nouvelles du monde, le vaccin Turcovac développé par des chercheurs turcs a reçu enfin une autorisation en urgence. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par cette deuxième séance publique qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 22 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a tenu sa deuxième séance publique ce jeudi 23 décembre 2021. La plénière présidée par le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Ahmed, s'est déroulée en présence et avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. Au menu de cette séance publique, l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi tels que le projet de loi autorisant la République de Djibouti à souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Autre projet de loi autorisant la République de Djibouti à souscrire également à l'augmentation générale et sélective du capital de la Société financière internationale. Projet de loi portant modalités et conditions de cession de participation de l'État dans le capital des entreprises. Et le projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice de l'année 2020. Tout au long de ces travaux, nombre de députés sont intervenus sur des sujets variés inhérents également à la nature et à l'objet des points soumis à leur appréciation et au vote de la représentation nationale. En écho, les membres de l'exécutif ont rendu aux questions et remarques des députés au terme de vote législatif sur les textes susmentionnés. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a clôturé les activités de la plénière et a précisé que la date de la prochaine séance publique est prévue pour jeudi prochain, c'est-à-dire jeudi 30 décembre, qui sera consacrée entre autres à l'examen de projet de loi de finances initiale pour l'année 2022. Quant aux questions-réponses, vous les aurez dans notre édition de ce soir. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie, le ministère de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques et le système des Nations Unies à Djibouti ont participé à une visite de terrain hier à l'occasion du lancement officiel du projet d'autonomisation économique des femmes pour leur résilience face au climat et notamment post-Covid-19 inclusif et plus verte financé par le Fonds fiduciaire multipartenaire des Nations Unies pour sa réponse et le relèvement à la suite du Covid-19 est un mécanisme de financement interagence des Nations Unies lancé par le secrétaire général pour appuyer les pays à revenus faibles et intermédiaires à surmonter la crise causée par la pandémie de Covid-19. Le fonds vise également à apporter une aide aux personnes les plus vulnérables face aux défis économiques causés notamment par la crise. Parmi les réalisations principales figure un partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, chargé des ressources halieutiques pour des formations aux techniques agricoles à l'endroit de 371 petits exploitants, dont 231 femmes, 16 coopératives agricoles dans la région d'Arta, Ali Sabié et Dikil. Ces formations ayant pris fin mi-décembre, l'ensemble des coopératives bénéficiaires recevront des outils en intrant des productions, des équipements agricoles adéquats pour améliorer leur production ainsi que des systèmes d'irrigation goutte à goutte et des systèmes exorés par de l'eau technique solaire et ceci en vue de renforcer leur autonomie face au climat.
Et en prenant la parole, le représentant du PNUD, M. Eric Overves, a indiqué que ce don est un don qui permettra notamment à ces personnes en difficulté de faire face à cette crise post-Covid-19. Nous sommes ici pour le lancement et pour le projet dans le cadre de l'appui Covid, avec l'appui du PNUD et de la FAO, qui ont mis les efforts ensemble pour un projet à l'appui des coopératives agricoles et notamment aux femmes qui ont été touchées notamment par la crise sanitaire et la crise Covid. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce projet a visé la participation de plus de 370 exploitants agricoles, notamment des femmes, 231 femmes qui ont été ciblées dans les différentes régions, Arta, les Sabiers et ici. Mais alors je suis content aujourd'hui d'être avec vous pour la remise donc, des différents matériels, équipements, mais aussi il y a un appui par rapport à la formation, par rapport aux entrants, pour vous appuyer notamment pour la période qui est difficile avec la Covid et qui a touché les communautés directement. Et donc, c'est un appui qui vous permettra de mieux rebondir après cette crise. Ensuite, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, a notamment remercié le Fonds fiduciaire multipartenaire des Nations Unies pour cette réponse au relèvement face au Covid-19. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Et je tiens ici à exprimer notre engagement et mon engagement personnel quand on parle de l'agriculture et de la production nationale. C'est pour cela qu'on a toujours été le premier supporter du ministère de l'Agriculture et de tous les acteurs. Nous avons beaucoup de programmes ensemble avec les différents partenaires et nous espérons pouvoir, Inch'Allah, arriver à notre objectif, c'est-à-dire autonomiser l'assiette djiboutienne, en tout cas en partie, parce que c'est très important de voir une autonomie de notre assiette dans les années à venir, y compris grâce aux technologies qui nous autorisent aujourd'hui. Donc merci aux partenaires qui ont participé à cette activité, à ces programmes. Nous souhaitons voir encore davantage et pouvoir vraiment sortir nos populations de ces conditions qui sont difficiles. Quant au ministre de l'Agriculture, il n'a pas manqué de remercier le Fonds fiduciaire pour son soutien. Toutes les personnes qui ont participé à cette cérémonie, une cérémonie, je dirais même d'envergure, puisque même le ministre de l'Économie et des Finances, qui est un calendrier très chargé, est venu à Attar pour participer à cette cérémonie. Je voudrais dire que le matériel d'outillage agricole, nous remercions infiniment, nous remercions la communauté de Demerjouk. Je voudrais dire que dans le passé, le ministère de l'Agriculture, appuyé par les bailleurs de fonds, sont intervenus ici, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous allons encore davantage redoubler d'efforts pour lutter contre la pauvreté, je dirais même pour éradiquer la pauvreté. Et au sein de l'UNFD, l'ingénieur M. Abou Bakar a tenu une rencontre avec les femmes parlementaires au sein de l'UNFD. La conférence sur la datation sous le thème défis et enjeux de l'intelligence artificielle. Elle a expliqué notamment la datation comme levier du développement. Au menu des discussions, la digitalisation des différents secteurs, à savoir le bon fonctionnement de l'écosystème informatique permettant de récolter des données, de partager et d'en extraire une valeur. Les femmes partenaires ont suivi les différentes présentations du mathématicien et expert en intelligence artificielle que je propose de suivre. La digitalisation et la numérisation, on aura une cartographie beaucoup plus complète des inégalités et là où il faut cibler en fait pour permettre une meilleure représentativité des femmes. Et donc la numérisation, ça va être quelque chose d'extrêmement important qu'il faut continuer à demander parce que ça va être un outil qui va vous permettre d'avoir de la donnée. Et puis, comme vous le savez, les meilleures décisions sont prises lorsqu'on a des données qu'on est capable de transformer en information et en connaissances.
Et donc pour ça, il faut demander la numérisation et il faut être impliqué dedans. C'est-à-dire que dans chaque institution, il doit y avoir des femmes et qu'on ne doit pas les mettre de côté. Elles doivent être ici, on doit exploiter leurs compétences et elles doivent également avoir leur opinion sur ces sujets-là parce qu'avec la donnée, on peut faire dire tout et n'importe quoi. On peut créer une société machiste de domination comme on peut créer une société égalitaire qui va, on va dire, corriger les différents biais qui sont contenus dans les données et les différentes inégalités qui sont présentes dans la société. Et autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle de la secrétaire générale de l'UNFD et aussi la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Nous les écoutons. L'occasion de la visite de courtoisie de M. Aboubakar Aden Hussein, jeune et talentueux djiboutien qui a voulu, durant son court séjour dans son pays natal, rencontrer les femmes djiboutiennes afin de partager son expérience et son expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle et les métiers de data science. Dans ce monde en pleine mutation où le numérique est en perpétuelle évolution, l'intelligence artificielle va façonner le monde de demain. Pourtant, peu de femmes sont impliquées dans cette révolution à venir. Et il est fondamental de se doter de bonnes pratiques pour que les femmes puissent prendre leur place dans ce métier et environnement d'avenir que le numérique. C'est pourquoi nous avons voulu profiter de cette opportunité pour convier aujourd'hui ce jeune conférencier résident aux États-Unis qui nous est venu d'aussi loin pour rencontrer et partager avec ses sœurs djiboutiennes sur les multiples potentialités de ce secteur et son impact dans les métiers des femmes. C'est une bonne initiative de la part d'un jeune djiboutien qui œuvre des années entières loin de son pays, de sa patrie, d'apprendre et ensuite d'apporter son expertise et ses expériences aux intelligences aux compatriotes djiboutiens. C'est un exemple à suivre par d'autres jeunes qui voudraient lancer dans ce domaine. Honorable invité, parmi les attributions du ministère de la Femme et de la Famille, une des missions principales du ministère est constituée à autonomiser la femme djiboutienne. Cette autonomisation, initiativement, passe par l'éducation et la formation. Le ministère encourage les projets innovants pour un développement durable. Et le thème du Grand Prix du chef de l'État à caractère économique de l'année 2022 est femmes et jeunes filles dans l'innovation et la technologie. Nous sommes déjà dans l'intelligence artificielle avec Internet et robotique. Donc l'avenir est déjà en marche, à nous de nous y habituer. Pourquoi marcher si nous pouvons utiliser des voitures et prendre des métros avec un pilote automatique? L'intelligence artificielle n'est pas censée remplacer notre intelligence, mais pallier à notre lenteur, ainsi en nous débarrassant des corvées quotidiennes qui nous prendraient beaucoup plus de temps. Nous pouvons donc focaliser sur les concepts et des choix décisionnels. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de l'Agriculture a abrité ce matin une cérémonie de signature de documents de réception technique pour les travaux de construction du barrage de l'Amitié entre Djibouti et la Turquie. Étaient présents notamment le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Salim Levant, le directeur général des grands travaux, Aoulad Jama Ahmed, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Élevage, des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, a indiqué notamment, et l'ambassadeur a indiqué sa joie et évoqué les liens historiques entre les deux pays. Pour sa part, le ministre a souligné que ce barrage est une preuve vivante, vous l'entendrez, des relations fortes et fructueuses entre la République de Djibouti et la Turquie. Ce barrage symbolise, notamment construit par la Turquie, est un exemple de la fructueuse et solide relation bilatérale entre les deux pays frères. Il permettra également l'irrigation de parcelles agricoles autour du barrage. Après la signature, la délégation turque et l'ambassadeur se sont dirigés
vers le site du barrage. Ils ont ainsi inspecté différentes parties du barrage où le directeur leur a expliqué son fonctionnement. Je rappelle que cet ouvrage a été construit pour protéger notre capitale contre les inondations dévastatrices que nous avions connues ces dernières années. Il a une capacité globale de 14,5 millions de mètres cubes. C'est un ouvrage qui a coûté 16,5 millions d'euros pour les travaux et 1 million pour les études et la supervision, soit un montant total de 17,5 millions d'euros pour le coût total des projets. Mis à part la protection de la ville, nous avons déjà planifié l'utilisation de l'eau à des fins agricoles. Nous avons fait un levé topographique sur une zone de 400 hectares et nous avons parcellisé 150 hectares à raison de parcelles de 5 hectares minimum pour donc, la valorisation agricole des eaux. Et il est prévu donc d'affecter ces parcelles à des exploitants donc, qui ont les moyens donc, de s'adonner à des agricultures commerciales. Et quant au ministre de l'Agriculture, il a indiqué que ce barrage était l'un des symboles les plus forts de l'amitié djibouto-turque. Et la conclusion de la relation fructueuse que nous avons avec la République de Turquie. Ce barrage, aujourd'hui, a eu un plein succès. Il permet de retenir de la ville de Djibouti les inondations qui autrefois se déversaient sur une partie de la capitale. Ce barrage permettra d'irriguer autour du barrage des parcelles agricoles. Je remercie encore une fois la République de Turquie pour avoir donné à titre gracieux ce barrage de grande qualité. Et direction l'Arabie Saoudite, en marge de sa participation à la 41e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales qui s'est tenue à Riyad, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a rencontré son homologue saoudien, Ahmed Ben Suleiman Al-Rajhi. La réunion s'est déroulée en présence du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de notre pays, Monsieur Diadine Saïd Bamakhrama. La délégation djiboutienne a suivi en début de rencontre une brève présentation sur la stratégie de promotion de la famille, l'accompagnement des personnes âgées, des handicapés et des orphelins. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales et de Solidarité a informé son homologue saoudien sur les domaines d'activité du ministère en exprimant le souhait de son département ministériel de bénéficier de l'expérience du Royaume d'Arabie Saoudite liée au domaine des affaires sociales. Retour à Djibouti, cette fois dans la continuité de la journée du mercredi 22. Le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu au poste de Galilée à la frontière avec l'Éthiopie, pays limitrophe, pour effectuer une visite inopinée et s'enquérir de la situation actuelle. Accompagné du colonel de la police Abdoulaye Abdi Farah, directeur général de la police nationale, en présence du lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, chef de corps du bataillon interarmes d'Ali Sabié, le général Zakaria Cher Ibrahim était reçu par un détachement de la police nationale. Après les honneurs, le commandant en chef du détachement de la police nationale a fait au SEMGA un bref exposé de sa mission de surveillance et de filtre de la frontière. Les entrées, sorties, les défis sécuritaires. Ensuite, le général Zakaria Cher Ibrahim a visité le fort de Galilée
qui abritait une section avancée du BIAS. Ce fort subit actuellement une complète réhabilitation. À cet effet, le SEMGA s'est entretenu avec l'équipe de rénovation, le chef de village, les Hoqal de cette localité. L'entretien a porté notamment sur la situation sécuritaire de la localité, le flux migratoire, les défis et enjeux actuels. Et notre ambassadeur en Éthiopie, M. Abdi Mahmoud Eibé, a présenté ses lettres de créance hier à la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Sangwe, en sa qualité de nouveau représentant permanent de la République de Djibouti auprès de la Commission économique de l'Afrique. La secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique a pour sa part souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et a félicité le rôle important de la République de Djibouti au sein de cette institution. Retour à Djibouti où l'East African Bank a inauguré hier une nouvelle agence dans les locaux de la zone franche. Cette agence permettra à ses clients de trouver sur place un service bancaire accessible et de proximité. Était présent à cette inauguration le directeur général de l'East African Bank, Ibrahim Rachid Jaffer, et Madame Hibo Wersama, la manager marketing, Mohamed Daher, directeur adjoint chargé de business, ainsi que les clients de cette banque invités pour l'occasion. East African Bank offre une multitude de services à ses clients en visant toujours la proximité. Le directeur général de l'East African Bank a ouvert cette branche dans le but de rapprocher la banque de sa clientèle. Elle offre en outre des prestations de placement, de financement aux particuliers et propose des partenariats adaptés aux entreprises. East African Bank, l'une des 3 banques islamiques opérant à Djibouti, est proche d'obtenir une garantie d'un montant maximal de 5 millions de dollars. Facilite la tâche de se déplacer en ville avec l'embouteillage et tout. Nous sommes vraiment contents de voir ces banques-là ici. Et merci beaucoup à tout le monde. Je suis un des clients d'East Africa Bank. Je suis très ravi aujourd'hui parce qu'il y a East Africa Bank qui vient juste d'ouvrir son premier local à Freezone. C'est le premier, j'espère. On est très heureux, on est très contents. En fait, ça nous réduit en fait notre stress là, le fait de se déplacer lors des salaires au centre-ville. On l'accueille chaleureusement et on espère en fait d'autres services qui s'ajoutent dans ces domaines-là. On le félicite. Et je remercie l'ensemble d'East Africa Bank, par son DG, les employés, ainsi que toutes personnes qui ont contribué à ouvrir en fait cette agence. Nous sommes vraiment contents et on les remercie. Le ministère délégué chargé de la décentralisation avec l'appui de PNUD, le conseil régional de Tadjoura a organisé un compte rendu de son mandat dans le cadre de ses fins de mission. Le conseil régional de Tadjoura a à sa tête le président du conseil régional Omar Hussein, accompagné de la députée Ahadi Deberkale, s'est rendu dans la localité de Balho, sous-préfecture de Dora. Balho est la première étape d'une série de rencontres avec la population. Ils ont été accueillis par le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, des élus, des notables du village. Cet exercice auquel se sont adonnés les élus s'inscrit dans le cadre de la volonté de promouvoir la bonne gouvernance locale, de la redevabilité auprès de la population. Cette cérémonie a commencé par le mot de bienvenue du sous-préfet de Dora, chef de village. S'en est suivi par les interventions du président du conseil régional, Omar Hussein, qui a remercié la population de Balho pour leur hospitalité, mais aussi leur engagement au développement local.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, notamment avec ce vaccin turc, Turcovac, développé par des chercheurs turcs, a reçu une autorisation en urgence en Turquie, a annoncé hier une demande d'approbation d'urgence de ce vaccin à virus inactivé avait été soumis en novembre à l'agence turque de médicaments rattachée au ministère de la Santé. Des essais de phase 3 du vaccin avaient démarré en juin avec 40 800 participants en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de cette annonce, disant vouloir partager le vaccin avec les autres pays lors d'un sommet réunissant plusieurs dizaines de dirigeants africains à Istanbul. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.